Familiegrundmøder givet nogle af 43, så skulle det måske nok som du har haft. Det hjalp ham alligevel ikke, hvor han diskut efter krigen som forælder. Men han kunne godt sige til hende, eller til det går der falsk. Det ved jeg godt, for jeg sad der. Så blev vi delt i forskellige grupper, og de grupper kom. Quand nous avons quitté Paris, et par hasard, nous sommes arrivés à Clermont-Ferrand, c'était très difficile de trouver un endroit où habiter. Il y avait beaucoup de réfugiés. Et mon père a rencontré dans le train, je crois, quelqu'un qui a parlé de Durtol, un petit village en dehors de Clermont-Ferrand. Maintenant, peut-être, il est à l'intérieur de l'agglomération, mais à ce moment-là, c'était vraiment la campagne. Et dans ce petit village, il y avait une pension de famille, Bon Accueil, qui pratiquement était un endroit où habitaient uniquement des réfugiés. Par hasard, il y avait une autre famille d'origine juive, il y avait des prisonniers évadés, et qui avait encore, je crois... Enfin, c'était un endroit où on pensait que les Allemands auraient beaucoup de plaisir de venir et de nous voir. Mais ils ne sont jamais venus, et c'est après la guerre que nous avons appris comment c'était arrivé. Le propriétaire de la maison du pensionnat, de l'hôtel, habitait là et nous disait toujours « Ne venez pas dans ma chambre, c'est un vrai fouillis ». Et en réalité, il était membre de la résistance et quelquefois il apprenait que les Allemands allaient venir dans le village et nous partions tous dans les fermes aux alentours. J'aimais beaucoup habiter là. Au lieu d'habiter au centre de Paris, c'était la campagne. Il y avait la possibilité de faire de belles promenades. Et je descendais tous les jours en autobus à Clermont-Ferrand pour aller à l'université. À l'université de Clermont-Ferrand, il y avait beaucoup d'étudiants parce que l'université de Strasbourg s'était repliée aussi à Clermont-Ferrand. Pour ne pas être une université allemande, puisque Strasbourg était une ville allemande pendant la guerre, ils avaient préféré venir s'installer au centre de la France. Alors nous étions beaucoup, et je faisais des études d'anglais, et un certain matin du 25 novembre 1943, nous étions calmement assis à écouter un cours d'anglais, quand nous avons vu par la fenêtre des soldats allemands bien armés. Et nous avons compris tout de suite qu'il allait se passer quelque chose. Et en effet, quelques minutes après, les soldats sont rentrés brusquement dans la salle en criant « Raus, schnell !» et un professeur de l'université de Strasbourg a été tué parce qu'il ne sortait pas assez vite. Et nous sommes allés dans la cour et les jardins autour de l'université et nous avons attendu. Il faisait très froid parce que novembre, au centre de la France, c'est vraiment un climat continental où il faisait froid. Nous n'avons rien eu ni à manger ni à boire. Et évidemment, nous étions nerveux. Et puis plus tard, dans la matinée,
nous avons dû passer devant 2 personnes. L'une était un jeune homme, un étudiant, Mathieu, dont le père était officier français. Il avait été dans la résistance, le fils, et arrêté par les Allemands. Il avait dû choisir, ou bien il travaillait pour les Allemands, ou bien il devait être fusillé. Évidemment, c'était un choix difficile, mais il a malheureusement pour nous choisi de travailler pour les Allemands. Ça ne l'a pas sauvé parce qu'après la guerre, il a été fusillé tout de même comme traître. Mais il disait, par exemple, à ceux qui montraient leur carte d'identité, « Ta carte est fausse, je sais bien, je l'ai fait moi-même », quand il était dans la résistance. Et l'autre, c'était une jeune femme de la Gestapo, que nous appelions la panthère, parce qu'elle avait un manteau de fourrure qui ressemblait à une panthère. Et ils nous divisaient peu à peu en différents groupes, et mon groupe est sorti de l'université pour monter dans des camions allemands. Et ils nous ont conduits, non pas à la prison, parce que les prisons étaient déjà pleines, mais dans une caserne aux environs. La caserne que nous appelions la caserne du 92, mais il paraît que ce n'était pas vrai. C'était en tout cas une caserne. Et là, nous avons continué à attendre dehors dans le froid, sans boire et sans manger. Et il arrivait toujours de plus en plus d'étudiants. Et puis finalement, à la fin de la journée, nous avons été enregistrés avec la précision allemande. Et on nous a donné un matelas et une couverture. Et nous sommes rentrés, les filles dans une salle à droite, les garçons dans une salle à gauche. Et notre première nuit comme prisonniers devait commencer. Beaucoup de matières étaient représentées dans la salle, des études différentes. Alors pour passer le temps, nous donnions des cours aux autres. Je me rappelle que j'avais 2 fois par semaine des cours d'allemand. Les plus vieux des étudiantes, les plus vieilles, faisaient des conférences. Je me rappelle une conférence sur la Grèce antique, par exemple. C'était le plus clair de nos occupations parce qu'on n'avait rien à faire pratiquement. Mais tout de suite, un soldat allemand s'est présenté à nous et il avait l'uniforme allemand, mais il était alsacien et les Alsaciens étaient enrôlés d'office dans l'armée allemande puisque l'Alsace était considérée comme l'Allemagne. Et il y avait un petit café en face de l'université, en face de la caserne. J'ai appris que le petit café existait toujours. Je ne pense pas que c'est les mêmes personnes dans le café. Enfin, il y avait ce petit café où nos parents pouvaient venir et ils pouvaient nous apporter des paquets parce que c'était très difficile de trouver de la nourriture en France à cette époque. Alors, amis, famille envoyaient tout ce qu'ils pouvaient trouver pour nous. Ils pouvaient aussi nous écrire et nous répondions par la même façon. Le moral tient, chérie, et c'est à vous surtout que je pense. Je voudrais tant que vous soyez calme. Nous sommes 30, dont Janine, la sœur de Ginette, et Claudine, la fille de l'amie de papa. Nous sommes très très bien traités. Soupe à midi, pleine de pommes de terre, carottes, nouilles, haricots, et 2 énormes assiettes si on veut. Le soir, le matin, énormes morceaux de pain. Au moins 500 grammes avec, oui, pensez-vous, une épaisse couche de beurre. Nous sommes chauffés, nous promenons dans la cour, presque avec l'illusion de liberté. Et même avons joué à chat coupé. Milieu étudiant très sympa et plein de ressorts.
Nous bavardons, dormons sur des paillasses, avec des couvertures. Pas froid, pas faim, et on relève des coins. Faites-en autant, je vous en supplie. C'est ce qui me donne plus de soucis. La seule chose, c'est les toilettes. Beaucoup ont déjà reçu des colis, et ce sera si bon. Nous sommes au 92e. Si vous pouviez m'envoyer objets de toilette variés, savon, gants, serviettes, brosse à dents, peignes, linge, surtout culottes, ceinture, serviettes hygiéniques, souliers, car je suis en bottes, chaussettes de laine, gants de laine, écharpes, pommade à l'oxyde jaune, pullover, pommes, ce serait si bon. Sucre, on ne sait jamais. Et puis, tout ce que vous pensez être utile, dans un sac de montagne si possible. Ce serait plus facile. J'ai retrouvé dans les tiroirs de ma mère, dans une vieille commode, les lettres que j'avais écrites à ce moment-là, et où je disais par hasard, n'envoyez plus de chocolat et de confiture, nous en avons assez, envoyez du linge propre et des vêtements. Et c'est comme ça que notre temps passait, et puis nous dormions évidemment sur nos matelas. 4h15. Si vous nous voyez, chérie, vous n'en croirez pas vos yeux. Des visages rouges, excités, des yeux brillants. Vous ne croirez jamais des prisonnières. Depuis 2 heures, des colis arrivent sans arrêt, pour les unes et les autres. C'est affolant. Nous succombons. Nous allons réussir le miracle de grossir ici. Tous dans vos paquets a été accueillis avec joie. C'est émouvant de voir des choses de chez soi. J'ai été touchée infiniment tout à l'heure, en recevant, après le vôtre, un autre colis, d'Elisabeth Radix, accompagné d'un mot charmant. J'ai vu vos parents hier, ils sont courageux et ont bon moral. Nous pensons bien à vous. Si vous avez besoin de quelque chose, écrivez-le-moi. Meilleures amitiés et sympathies à toutes, en particulier à celles que je connais, bien amicalement. Dedans, il y avait 5 grosses pommes, un peu de sucre, un demi-Saint-Nectaire, une boîte de sardines et un gros bout de pain. Mais nous savions très bien que cette vie agréable, dans un sens, n'allait pas durer. Je dois dire que ce soldat alsacien, malheureusement, a été découvert par les autorités allemandes. Il a été envoyé comme punition sur le front russe. Et après la guerre, nous avons appris qu'il n'était jamais revenu. Le 3. On écrit sans cesse des lettres qui peut-être ne nous parviendront jamais, chérie. Mais soyez sûrs que le moral reste excellent. Nous tenons et tiendrons. La vie s'organise. Travail, lecture, bavardage, jeux, promenade. Je fais beaucoup d'allemand. C'est la seule chose possible. Je n'ai rien pour continuer ma langue. Alors on se met à lire, écrire ou travailler. Et on arrive très vite à 11h où on nous apporte le déjeuner. Qui hier, peut-être à cause du premier anniversaire, 8 jours déjà, comme cela passe et est long à la fois, a été soigné. Je croirais plutôt que jeudi et dimanche, il y avait pommes de terre en robe des champs et carottes, très bonnes. C'est ensuite que le temps est très long, de 11h à 4h. Heure du goûter, très copieux, on nous permet de sortir pendant presque 1 heure. Et cela fait du bien de s'aérer, car l'atmosphère de la chambre, bien que l'on ouvre souvent la fenêtre, cela sent l'homme. Mais il fait très chaud, sans chauffage, grâce à notre chaleur animale. Mais un beau soir, nous avons été réunis avec des garçons de l'autre côté du couloir. Et nous avons été envoyés par un train, le train de nuit normal de Clermont-Ferrand à Paris. C'était très dur d'arriver à Paris, que nous avions quitté 1 an et demi avant, dans des wagons allemands, des camions allemands. Et ces camions nous ont conduits à Drancy, qui était le camp de regroupement avant l'envoi vers l'Est.
nous sommes arrivés à Drancy en décembre et nous avons été envoyés à Auschwitz mi-janvier. Mais contrairement à ce que beaucoup ont dit et vécu à Drancy, ce n'était pas dur pour nous. J'ai eu la chance, avec une camarade de l'université, d'être choisie pour m'occuper du réfectoire du restaurant pour les enfants. Et ces enfants qu'on allait à Auschwitz envoyer immédiatement au crématoire avaient un meilleur traitement aussi longtemps qu'ils étaient en France. Et c'était pour nous beaucoup plus agréable de nous occuper de petits-enfants que le travail habituel du camp, c'était d'éplucher des légumes et de faire le ménage. Rien de très dur, mais rien de très excitant. Mais ça a duré jusqu'à notre départ. C'était mi-janvier 1944, je crois. Je suis sûre, mes deux chéris, que si vous voyez ma tête, vous serez rassurés. Imaginez une bouille toute ronde et rose. Un vrai kbabeka d'homme, quoi. Pour vous donner une idée, j'ai grossi de 2 kilos depuis que je suis ici. C'est que je suis très très raisonnable, vous savez. Et je mange tout ce que je peux, pendant que je le peux. Car, qui sait la suite? La fin n'est certes plus loin. Et bientôt, vous verrez, nous nous retrouverons chez nous. Quel heureux jour alors! Pour le moment, le côté matériel va très bien. La couverture a comblé mes vœux. Si vous avez pu voir mon égarement, ma joie folle en recevant un signe de vie, jamais je ne pourrai assez remercier notre couton de son dévouement. Il y avait aussi dans le paquet une mantille rose et rouge. Je ne sais si elle vient de vous, d'eux, mais c'est rudement chaud. J'avais reçu aussi, avant, un colis alimentaire, de je ne sais qui, de Paris, avec un peu de tout ce qu'on peut rêver. Pain, beurre, gâteau, chocolat, pommes de terre cuites, nouilles extra, gâteau et même un savon dentifrice. Ici, il fait bien chaud dans les bâtiments. Le chauffage marche jour et nuit, et grâce à un hiver clément, on n'a pas froid dehors. D'ailleurs, je suis équipée. Je viens d'avoir une bonne paire de chaussures neuves, en cuir à semelles de bois épatant, et fifutile va. Une grande glace, car ne vous figurez pas qu'on est sale et négligé ici. On pourrait nous libérer d'un instant à l'autre, et personne dehors ne vous montrerait du doigt. Je parle du côté matériel, mais le moral, lui, inutile d'y penser. Vous devinez comment il est haut, très haut. Nous faisons un groupe très sympa, à 7, avec la mère de Monique. Quant à nos amis, ici, ils m'entourent d'une façon exquise, de toutes les façons possibles, et certaines soirées passées ensemble nous replongent dans l'atmosphère normale et familiale. J'espère avoir ainsi satisfait votre curiosité, et vous voyez que je suis à tout point de vue en excellent état, et prête à tout en attendant la fin. Je suis sûre que vous avez aussi beaucoup de cran pour votre petite Nanny qui vous aime tant. Très tendrement, je me blottis contre vous et vous embrasse fort, fort comme je vous aime. Votre Nanny. Our responsibility is immense. It's one to share
the awareness avec les nouvelles générations. And it's a huge responsibility. And when the last survivor will have disappeared, leaving us with this responsibility, we will have to say, we are the witnesses of the witnesses. Madame Arlette Lévy-Andersen, nous vous faisons officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je n'avais pas envie de faire des conférences, je n'avais pas envie d'aller d'une ville à l'autre et de parler à beaucoup de gens, mais j'ai réfléchi, certains ont lié à Auschwitz, disant que ça n'avait pas existé, un homme politique français a même dit que c'était un détail. Alors j'ai pensé qu'il fallait que je commence et que je raconte pendant que j'étais encore en état de le faire. Et finalement, ça a été une grande expérience pour moi. 426 conférences que j'ai faites depuis le 14 mars 1990. Et jusqu'à un an, il y a un an, où j'ai arrêté, j'étais trop fatiguée et trop vieille pour aller depuis Holborn jusqu'à Esbjerg, Copenhague. Mais ça a été une grande expérience pour moi, parce que tous ces jeunes que je connaissais bien comme professeur de lycée, je les connaissais sous un autre jour. Pour les conférences, ils étaient en général un peu dissipés. Il y avait un téléphone qui sonnait, quelque chose de genre. Mais là, pendant toutes les conférences, sans aucune exception, ils étaient concentrés, intéressés et venaient après autour de moi pour me poser des questions, voir le tatouage avec mon numéro sur le bras. Et c'était vraiment une très grande expérience. Alors je remercie tous ceux qui m'ont aidé à voir tous ces jeunes qui, maintenant, je crois, n'oublieront pas et ne pourront pas dire qu'Auschwitz n'a pas existé. Je voudrais aussi vous remercier tous d'être venus ce soir et de m'encourager, non pas à continuer, parce que je ne peux plus, hélas, mais à en parler et de parler surtout à des jeunes. J'ai été même dans un lycée allemand à Schleswig. C'était un contact très intense et très intéressant avec les jeunes. Alors à tous, un grand merci. Mange tak, kom. Og jeg håber, I vil aldrig nægte, at Auschwitz har eksisteret. Nous sommes seulement 3 de ce transport que je connais. L'une à Cannes, l'autre à Paris. Et nous avons toujours des contacts très réguliers et n'oublions jamais ce que nous avons vécu en France. Alors à tous, un grand merci et vous pouvez dire qu'Auschwitz a existé. Merci.